comprendre le culte de la différence, j'ai évoqué les cas des coiffures et codes vestimentaires extravagants et aussi et surtout le cas des LGBT et autres, entendez, les lesbiennes, les gays, les transgenres et tout ce que vous savez, bisexuels et autres. Nombreux, vous le savez, mesdames, messieurs, sont ceux qui œuvrent, luttent et militent pour leur différence de genre, de faits et gestes, leur différence de configuration morphologique. Je veux évoquer les handicapés de toutes sortes, les jeunes aux coiffures, comme je le disais tantôt, exorbitantes ou extravagantes, et aussi la nouvelle génération de gens appelés justement les lesbiennes, les gays, les transgenres, les bisexuels et autres. Paraît-il que je dirais la catégorie augmente au fil du temps. Nous allons évoquer ces types de cas ce matin. Nous sommes au Grand Registre Éducation. Non pas pour enfreindre au droit à la différence, mais pour tenter de comprendre les mots, l'historique justement, l'historique et les mobiles qui sous-tendent cette différence de genre, cette différence de fait, cette différence de vie. L'exercice sera fait avec deux journalistes. Marc Goudianou, il est le directeur de publication de Info Zénith qui nous paraît rarement ici dans notre boîte mail. Je le lui dis en face. Bonjour Marc. Bonjour Maurice, ce matin. Merci de la disponibilité et merci de continuer à nous priver de votre une. Bonjour Laurent. Bonjour Maurice d'abord et bonjour à Marc Goudianou et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin, bien évidemment. C'est bien dit, n'est-ce pas Laurent? Oui. Rarement on a son journal ici, on ne comprend pas pourquoi. Mais il paraît. Et il paraît. Oui. C'est vrai qu'il paraît, et moi je vois ça, mais pourquoi est-ce que... la voix, il faut aller dans certains groupes. Oui. Laurent Roland Torinquès, le sujet est assez singulier, atypique et plus délicat, sinon sensible à la fois. Nous tenterons ce matin de comprendre le culte de la différence. Vous savez qu'il y a un cadre juridique qui prévoit la différence, le droit à la différence, ce que nous respectons sur Eden TV et Diaspora FN d'ailleurs, mais nous allons remonter à l'histoire de cette différence, de ce mode de vie. Qu'est-ce qui peut bien l'expliquer? Quels sont les mobiles qui expliquent cette différence et jusqu'à quand remonte, je dirais, l'expression de ce droit à la différence? Laurent Roland Torinquès et Marc Goudianou et Laurent Roland Torinquès. Laurent, le temps que Max... Oui, merci Loris Félix. D'abord, il faut préciser que cette affaire de LGBT ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Avant d'y aller, on va démarrer par les cas ordinaires. En attendant les LGBT, vous pensez à savoir que les non-LGBT expriment aussi des différences. Oui. Vous voyez dans certains quartiers des jeunes qui... je dirais, se mettent presque à l'opposé des normes de leur famille, font le choix de vivre dans dreadlocks, même sans être reggaeman, sans être rasta, font le choix des coutumes, des coiffures, je dirais, extrêmes. Oui, c'est aussi cela la différence et je crois que chaque citoyen, il y a les droits de l'homme, chaque citoyen a le droit à la liberté, a le droit de choisir ce qu'il veut, son mode de vie. C'est vrai qu'à un moment donné, compte tenu de nos réalités socio-culturelles, on a du mal à accepter ça parce qu'en fait, on a été éduqué, moulé dans une certaine... la rigidité de la pesanteur sociologique donc il y a une certaine réalité dans laquelle nous avons été moulés. Donc de ce point de vue, quand on voit des gens adopter un certain comportement qui sont peut-être pas des comportements que nous avons l'habitude de voir, on a tendance à les condamner ou à les censurer. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, ils ont droit, les drugs dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent ça plutôt que d'aller faire tout le temps. Il y a des dames qui font ça aujourd'hui avec le système, je dirais, NAPI. Où les femmes préfèrent ça plutôt que d'aller des mettre. Et moi, je préfère, moi-même, personnellement, ça que les mèches synthétiques que les femmes sont obligées de mettre sur la tête. Il y a aussi le cas de ces femmes qui refusent de se tresser à la manière féminine. Oui, voilà, se coiffent. Qui se coiffent. C'est autant d'éléments. Donc, quand on regarde ça, là, au moins, on ne peut pas, dans une certaine mesure, on peut à la limite tolérer ça. C'est vrai que, du point de vue habillement, il y a une certaine
extravagance où certaines femmes vont jusqu'à s'exposer, exposer leur nudité, alors qu'en réalité, il faut vraiment saluer décemment parce que nos réalités, une fois encore, comme je l'ai dit, ne permettent pas qu'on se donne le loisir de faire tout ce qu'on veut. Ah, oui. Ce n'est pas parce qu'on voit ça dans les telenovelas, dans les films, qu'on doit pouvoir nécessairement faire ça chez nous. Mais quand on finit de parler de ça et quand on parle de LGBT, il faut d'abord préciser que, parlant de LGBT, il y a plusieurs courants. Il y a le courant des PD, en fait, homosexuels masculins, qu'on appelle la pédérastie. Il y a aussi le courant du lesbianisme, qui est les lesbiennes, homosexualité féminine. Mais il y a aussi les transgenres. Il y a les bisexuels, ceux qui sont en même temps ont des attirances pour les hommes et les femmes à la fois et qui acceptent les deux à la fois. Il y a les transgenres, il y a aussi au-delà de ça d'autres courants. Et donc dans cette situation, alors qu'en réalité nous avons des réalités qui, une fois encore, n'autorisent ou ne facilitent pas ça ou n'acceptent pas ça, c'est que de ce point de vue, on a du mal à les accepter. C'est vrai que à les adopter parce que sans pour autant les rejeter. Sans pour autant les rejeter. C'est vrai qu'aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas pour autant condamné, ce n'est pas interdit parce qu'il n'y a pas une législation qui condamne à 2 ans, 5 ans de prison les homosexuels, comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais dans une certaine mesure, vous avez du mal, quand vous êtes dans cette situation, vous aurez certainement du mal à vous exprimer, à vous afficher parce que dans notre réalité ici, on n'a jamais vu ça. On n'a pas été éduqué dans ce genre de situation. Et je ne vous le fais pas dire, c'est ce qui explique la difficulté à les avoir au plateau pour assumer cette différence. Et puis non parce que hier, j'ai tenté, on a joint ils ne vont pas s'afficher. Et puis l'autre chose, je vais rapidement... Qui assume, mais hors antenne. Je vais rapidement aborder un autre pan de l'origine. En fait, quand vous regardez les couleurs LGBT... On va y venir, on va venir aux origines tout à l'heure. Introduisons Marc Goudianou, qui avait quelques soucis avec son micro tout à l'heure. Marc, à nouveau bonjour. Et vous avez suivi l'exposé de Laurent, l'introduction de Laurent sur ce sujet assez délicat. Quelle lecture en faites-vous? Merci beaucoup, Loris. J'ai bien suivi et il faut remarquer que tout ce qui arrive aujourd'hui, soit au niveau de la déviance, au niveau du code vestimentaire, au niveau de la chevelure et tout le reste, ce n'est que l'effet de la mondialisation à laquelle on assiste. Et que tout le monde veut vouloir se conformer ou être à l'image de tout ce que la société nous renvoie comme image. Donc, ce qui amène certains à, surtout, grâce aux nouvelles technologies et à la télévision où l'on copie ou tout ce que l'on voit. Voilà, on veut suivre toujours tout ce que l'on voit parce qu'on prend ça comme une référence, on prend ça comme un exemple positif, alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Mais néanmoins, on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir cette liberté-là, d'adopter le style qu'ils veulent. Mais seulement qu'à un moment donné, eux-mêmes se rendront compte que ce style d'habillement ou bien ce style de chevelure les empêche d'accéder à une certaine catégorie de personnes. Donc, du coup, à un moment donné, même le citoyen sait qu'à un moment donné, il doit quand même limiter ses excès pour ne pas offenser le contexte socio-culturel auquel on est habitué déjà au Bénin. Et lorsque j'aborde le phénomène des LGBT, et qui est un phénomène qui prend de l'ampleur sans qu'on s'en rende compte, parce que, Loris, je vous dis que vous serez peut-être étonné de voir que même dans le rang de nos confrères de la presse, vous allez voir des gens qui sont peut-être bisexuels, qui sont homosexuels. C'est une grave affirmation. Oui, oui, je le dis, il y en a qui existent, et il en existe dans presque tous les corps de métier. Vous voyez, les douaniers, il y en a, les militaires, il y en a chez eux, il y en a un peu partout. Mais le gros souci, c'est que... On se rappelle de cette fameuse affaire de militaire qui a convoqué un journaliste au tribunal. Un journaliste au tribunal. Donc, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est que au moins ces gens, aujourd'hui au Bénin, ont du mal à s'afficher. Ils ont du mal à s'afficher parce que eux-mêmes, en tenant compte de leur éducation et du contexte socio-culturel, ils se reprochent quelque chose. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette liberté d'esprit. Mais le phénomène prend de l'ampleur. Oh, le phénomène prend de l'ampleur. Et ce qui prend surtout de l'ampleur dans ce phénomène des LGBT, c'est le côté bisexuel. C'est le côté bisexuel. Parce que la majorité des gens, c'est qu'ils sont bisexuels. C'est peut-être, je donne juste un exemple, peut-être votre femme est bisexuelle, mais vous ne le saurez jamais. Parce que c'est votre femme, elle vit avec vous, mais elle a une attirance vers d'autres femmes. Et elle entretient peut-être des relations avec d'autres femmes, et vous ne vous en rendrez pas compte.
Parce qu'elle va C'est pareil pour des hommes. Voilà, pareil pour des hommes. Elle va faire tout pour vous le cacher. Donc le phénomène prend tellement de l'ampleur qu'on ne s'en rend pas compte lorsqu'on avance, par exemple. Parce qu'on a suivi sur une chaîne sœur, je crois, il y a quelques heures, un des représentants, c'était sur une radio. Vous savez, la radio est plus discrète que la télévision qui expose. Parce que là, on t'entend seulement et puis on ne te voit pas. Et là, le représentant de cette communauté révélait des associations, chiffres, des statistiques hallucinantes. 18 000 membres. Et moi, je me dis, même ce 18 000, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce que lorsque j'ai fait référence, j'ai fait des recherches par rapport aux données qu'on avait eues par le passé, je vous dis que déjà en 2013, déjà à partir de 2013... Vous faites spécialiste de l'étude de la question. N'oubliez pas que c'est un journaliste. Je vous dis qu'à partir même de 2013, on avait déjà près de 9 associations de LGBT. Wow. 2013, je vous dis. Wow. Et il a fait même que l'ambassadeur de la France, à l'époque, en 2013, interpelle le gouvernement, ou en tout cas le ministre, pour lui demander, la ministre en charge à l'époque, pour lui demander, il fallait qu'il fasse des assises quand même pour voir de quelle façon on pouvait mettre en place des lois qui puissent protéger ces gens. Parce qu'il faut reconnaître aussi une chose. La majeure partie des corps étrangers, d'accord, qui viennent travailler au Bénin, il y a beaucoup qui sont des homosexuels ou des hétérosexuels qui ont cette tendance. Et eux, néanmoins, ils sont protégés. Pratiquement au Bénin, ils sont protégés. Par les tests de leur république. Voilà, eux, ils sont protégés. Mais en ce qui concerne les locaux, parce que même s'ils le sont et qu'ils reviennent et qu'ils viennent ici, parfois ils entretiennent ces relations avec des locaux. Et du coup, si eux, ils sont protégés en la matière et que ces locaux ne sont pas protégés, il faut quand même instaurer un climat juridique pour pouvoir permettre à ceux-là de pouvoir s'exprimer. De pouvoir s'exprimer, voilà. Merci, Mac, d'avoir confirmé la statistique, même si vous ne l'avez pas tout évoqué. On va y revenir tout à l'heure. On sait déjà que la communauté évolue à plus d'une vingtaine de mille, je crois, au Bénin. Laurent Roland-Tonin, on va faire un peu l'histoire. Pas seulement au Bénin, mais on va remonter à l'histoire. Bon, pour parler de l'histoire rapidement, je vais peut-être partir des couleurs LGBT. Les couleurs LGBT. Savez-vous qu'il y a des couleurs LGBT? Ben, dites-nous tout. Alors, vous voyez certainement à l'écran, avec la complicité des réalisateurs, des couleurs qui vont s'afficher. Malheureusement, il y a des couleurs LGBT. Et voilà les couleurs LGBT. Ah oui? Cette couleur, ça a été créé en 1978 par Gilbert Baker, qui était un ancien militaire, qui est décédé en 2017. C'est le père fondateur des LGBT ou quoi? Non, mais à partir de cette année, lui, il a pris le devant, il a instauré le drapeau. D'accord. Les couleurs LGBT, au départ, c'était 8 couleurs. Aujourd'hui, c'est 6 couleurs. Et pour dire quoi? Aujourd'hui, vous voyez, hier, par exemple, c'était la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. J'ai croisé, en quittant Calavi pour Cotonou, pratiquement 10 jeunes filles en robe aux couleurs LGBT. Ah oui? Et pour moi, elles l'ont porté inconsciemment, sans comprendre qu'elles font la promotion. C'est ce que vous pensez? Mais oui, mais écoutez, je connais au moins 2 parmi elles que j'ai abordées pour dire, mais les couleurs que tu as abordées, est-ce que tu connais la signification? Mais j'ai acheté ça, c'est joli, j'ai acheté. D'accord. Pour vous dire quoi? Dans une certaine mesure, notre mode de vie, notre manière de nous comporter attire vers nous des gens qui sont homosexuels sans qu'on s'en rende compte. Et là, peut-être vous allez vous étonner, alors qu'en réalité, par un simple geste, vous l'attirez vers vous parce qu'il se sent en sécurité avec vous parce que vous avez porté telle couleur. Vous allez voir des gens qui ont des portables avec des pochettes aux couleurs, à ces couleurs qui ont les couleurs. Il y en a plein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais qui ne se rendent pas compte qu'en réalité, en mettant cette couleur, c'est que quand un homosexuel ou quelqu'un qui est du courant LGBT vous voit, il s'approche de vous parce qu'il se sent en sécurité, parce que ça paraît que c'est un drapeau. C'est le drapeau LGBT, les couleurs du drapeau LGBT. Ah oui. C'est un code pour eux. C'est un code pour eux. Et donc, de ce point de vue, quand vous abordez de telles couleurs et qu'ils vous voient, ils se sentent en sécurité, ils se disent, ah, voilà quelqu'un qui est de la même situation que moi. Oui, on ne se sent en sécurité qu'avec les gens de son plumage, de sa corporation. Pour dire, les gens doivent commencer par faire attention d'abord aux couleurs qu'ils utilisent, au mode de vie. Parce que quand vous êtes aussi un homme et qu'à un moment donné, vous avez des tendances à faire des grimaces de femme, ne soyez pas surpris qu'un homme... Si vous êtes efféminé... ne soyez pas surpris qu'un homme vienne vers vous voir, pour vous draguer, pour vous dire que vous êtes beau, vous êtes joli, des trucs comme ça. Donc, autant d'éléments. Et comme l'a dit Marc, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sont bisexuelles et cachent le second côté. Ils vivent avec un homme et ils entretiennent des relations
elles vivent avec un homme et entretiennent des relations avec d'autres femmes. Et quand vous allez lire peut-être leur conversation, mais vous les écoutez, c'est des femmes qui tout le temps se plaignent de leur mari, bien qu'elles aient tout à la maison. Ou soit c'est des femmes, des hommes qui se plaignent tout le temps de leur épouse, bien que leur épouse soit disponible sur tous les plans pour eux. Donc, autant d'éléments. Et donc, il y a cet aspect. Maintenant, on peut aussi parler des causes qui favorisent cet état de choses. D'autres, des scientifiques ont parlé des causes génétiques, d'autres ont parlé des causes biologiques, et d'autres ont posé le problème des causes psychologiques. Mais ce qui a le plus porté, qui a pourtant peut-être orienté les gens, c'est les causes psychologiques. Parce que ça dépend de l'environnement. Si je suis dans un environnement et que je vois, c'est-à-dire une femme tout le temps maltraitée psychologiquement, un homme, à des moments donnés, je n'aurai pas de l'attirance vers les femmes parce que j'estime que vivre avec une femme sera un calvaire pour moi plus tard. Et de ce point de vue, quand un homme vient vers moi et que je me sens en sécurité, ça favorise. Et il y a l'âge de l'adolescence. À partir de l'adolescence, commencez par contrôler les enfants. Et n'oubliez pas que tout ce qui est interdit est bien financé. C'est-à-dire que quoi? Pour la promotion du courant LGBT aujourd'hui, il y a tellement de moyens qui sont injectés pour la défense des droits des LGBT. Et de ce point de vue, vous avez un enfant qui va au collège. Parce que les LGBT constituent ailleurs de gros lobbies. Voilà, vous avez, c'est un lobby. C'est pas ailleurs. Aujourd'hui, dans le monde, c'est de gros lobbies. Quand vous avez un enfant qui va au collège et qui aujourd'hui a des amis qui ont déjà cette tendance, qui sont financés indirectement et à qui on donne tout avec des portables de 400 000, 500 000 et que votre enfant a envie de ça et qu'on lui propose facilement ça, il peut tout bêtement virer vers ce côté. Donc, il y a autant de facteurs aujourd'hui qui favorisent la chose. Et puisque notre milieu ne favorise, n'accepte pas ça, votre enfant développe cette habitude et à votre insu. Et un jour, vous vous rendez compte que tout est perdu parce que c'est difficile de colmater les brèches. Les autres vous diront que tout n'est pas perdu, que c'est aussi un mode de vie. Marc Goudianou, quelles autres raisons ou facteurs expliquent le phénomène? Entre-temps, j'ai dit que les internats, le modèle internat proposé par certains établissements favorise quelque peu le développement de ce mode de vie. Ici, il n'y a rien de dire les garçons uniquement à part, les femmes uniquement à part. Il faut à un moment donné essayer le mélange. Permettre le brassage. Et puis pas seulement au niveau des internats. Vous prenez les centres carcérales, vous prenez les prisons. C'est un phénomène qui se développe également dans les prisons. Ah oui. Oui, parce qu'en prison, par exemple, les femmes sont également réparties à part, et puis les hommes également qui sont répartis à part. Et puis, il y a le fait de cohabiter ensemble, de partager certains nombres. Il y a certains qui, peut-être dans leur vie, n'auront jamais imaginé qu'ils allaient devenir peut-être gays, mais aujourd'hui, ils le sont par la force des choses. Ils le sont. Maintenant, aujourd'hui, il faut remarquer également que quand je parlais de la technologie tout à l'heure, je parlais des télévisions, par exemple. Je vous dis, vous allez constater qu'à un moment donné, les télévisions, les films qu'on fait, nous imposent ce mode de vie. Vous ne verrez... Bon, je parlerai des plus ou moins. Oui, non, pas plus ou moins. Ils nous l'imposent parce que vous n'allez voir aucun film. Vous n'allez voir aucun film aujourd'hui passer où vous n'allez pas voir un couple gay ou un couple bisexuel ou un couple homosexuel. Il y en a toujours. Il y en a toujours dedans. Dans tous les feuilletons, films, il y en a toujours un exemple. Et aujourd'hui, c'est comme l'Occident est en train, petit à petit, de nous imposer. De nous inculquer, exactement. De nous faire comprendre que c'est admis. Voilà, que c'est admis, que c'est quelque chose de normal. Mais lorsqu'on revient à notre contexte, d'accord, socio-culturel, je vous imagine que vous n'irez pas, par exemple, dans votre famille, aller présenter un homme à vos parents pour dire c'est celui-là que je vais épouser. Aucunement, vous ne pourrez pas. Ça veut dire qu'il faut tenir également compte de l'environnement dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, si le Bénin a été un peu réticent par rapport à l'adoption d'une loi pour pouvoir protéger ceux-là, d'accord, c'est toujours également en tenant compte de ce contexte socio-culturel. Parce qu'on se dit, et en le faisant, quelle sera l'image qu'on serait en train de projeter et qu'est-ce que la population va en penser en général. Ce qui fait que vous avez vu récemment ceux qui ont été brutalisés, en tout cas que les transgenres qui ont été brutalisés par exemple, c'est pas forcément parce qu'ils ont commis quelque chose d'atroce ou bien ils ont escroqué des gens ou bien qu'ils ont escroqué des gens, mais c'est du simple fait
Que ça ne répond pas à la réalité. C'est la difficulté à les adopter. À les adopter. Et puis déjà, du fait que tu le fais comme ça, tout le monde, pesanteur sociologique, personne la pesanteur sociologique, elle est très axée ici au Bénin. Voilà. Donc du coup, on ne peut pas accepter cela comme cela se doit. Moi, par exemple, je me dis, ce serait très difficile à accepter, même si je ne peux pas juger ceux-là, parce que je ne peux pas les juger. On n'en a même pas le droit. On n'en a même pas le droit. Mais néanmoins, je peux dire que je ne peux pas avoir dans le cercle de mes amis, peut-être des gens qui sont comme ça, compte tenu, moi, de mon éducation, ou bien... le problème n'est pas là. Moi, je pense que dans une certaine mesure, aujourd'hui, comme tu l'as déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que nous côtoyons qui sont soit des homosexuels, des LGBT, des transgenres et autres. Mais fondamentalement, il va falloir à un moment donné commencer par faire l'effort de travailler avec eux. Vous savez, moi, je travaille avec quelqu'un qui est le pionnier de l'homophobie, de la lutte contre l'homophobie dans le monde depuis. Je travaille avec lui, ça fait pratiquement 10 ans que je travaille avec lui. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai reçu des propositions. Et c'est de là que je parle. Quand vous avez des enfants et qui ne font pas attention, j'ai reçu tellement de propositions, je ne serais peut-être plus au Bénin aujourd'hui. Mais je dis dans une certaine mesure, il faut tenir compte de l'éducation. Les propositions de couple, aller droit au but. Non, pas de couple, mais il y a tellement de... Il n'y a pas de couple nécessairement, mais c'est-à-dire qu'on vous offre des avantages qui font qu'à un moment donné, quand vous regardez votre condition, c'est que vous avez facilement tendance à pencher de l'autre côté. Mais comme l'a dit Marc, vous n'aurez nulle part à présenter ces avantages. Cela importe peu dans une certaine mesure. Non, pour certains qui... Parce qu'il faut revenir à la maison. Pour certains, Pour certains, des promotions à l'international, il faut revenir à la maison. Pour certains qui ne vont plus à la maison pour autant, c'est-à-dire que c'est plus difficile. Puisque la majorité le cache. Oui, donc pour vous dire quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens qui sont jetés dans cette affaire que si vous ne faites pas attention, c'est que vous déviez facilement vers ce côté. Et comme vous l'avez dit, on ne va pas les juger parce qu'ils ont leurs droits, ils ont fait le choix de vivre de cette manière. Ah oui. Je dis, moi, mes convictions religieuses, spirituelles ne me permettent pas de l'accepter. Ma réalité socio-culturelle de chez moi ne permet pas ça et ne favorise pas ça. Et donc, dans cette situation, je ne peux pas tolérer ça aussi. Moi, même de mes enfants. À un moment donné, peut-être que si mes enfants, et je ne souhaite pas, développaient ça, je dois pouvoir l'amener à la raison. Pas pour autant le juger, le condamner, le mettre au-delà de tout. Nous qui sommes peut-être chrétiens ou qui sommes attachés aux réalités socio-culturelles, c'est à nous beaucoup plus de nous approcher d'eux et de pouvoir leur parler et de leur montrer l'amour, de leur montrer la tolérance à une certaine mesure. Peut-être qu'en leur donnant l'amour, ils pourront peut-être finir par changer. Mais en les rejetant, c'est que nous, les enfants, sommes beaucoup plus et nous les poussons beaucoup plus à aller se développer de l'autre côté. Et puisque là-bas, il y a peut-être les moyens, il y a tout, on leur donne tout. De quoi ont-ils besoin chez vous? Donc, c'est autant de choses. Donc, les parents aussi doivent faire attention aujourd'hui à la collaboration entre garçons et entre filles. Il ne suffit pas de dire, les filles, il n'y a pas dans un internat, les garçons n'ont pas dans un internat. L'expérience prouve, dans d'autres internats, on a découvert que des garçons commencent à développer ces déviances. Bien sûr. Et au niveau même dans certains établissements bien huppés du pays, donc, il y en a plein. Le phénomène est plus ou moins remarqué. Laurent Roland-Tonnerre, vous l'avez dit, c'est très important. Il faut mettre l'accent sur l'éducation. On précise encore une fois que notre exercice ce matin n'est pas de juger quelque mode de vie que ce soit, mais d'éveiller les consciences. C'est un fait, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. On peut se le cacher, ne pas se refuser de la reconnaître au plan juridique. Le phénomène existe, c'est une réalité au Bénin désormais. Le drame, quand vous violentez quelqu'un qui est LGBT aujourd'hui, c'est que si vous ne savez pas faire, vous allez vous retrouver en prison parce qu'aucune législation en la matière au Bénin ne condamne ce qu'il fait. Et donc, de ce point de vue, quand vous le violentez, devant la justice, il peut avoir banalement raison contre vous et vous allez vous retrouver en prison. Et c'est pour ça que moi, je veux demander à nos députés de penser à une loi, d'accord? De penser à une loi qui réglemente cette affaire-là pour limiter les dégâts. Parce que dans d'autres pays, on a vu où aujourd'hui, ça a diminué considérablement parce qu'il y a des lois qui ont été votées, qui ont pénalisé. Mais d'autres chefs d'État ont assumé, se sont prononcés, peu comme Vladimir Poutine. Donc il faut que chez nous également, il faut que chez nous, en tenant compte de notre contexte socio-culturel, il faut que notre chef d'État ou nos députés pensent à cela et votent une loi quand même pour commencer par arrêter un peu la saignée.
Est-ce qu'on va leur recommander d'arrêter ou non, mais il faut, Oui, il faut. Moi, oui, mais la loi est là pour canaliser, justement. Je pense que vous l'avez si bien dit. Quand vous regardez les grandes instances mondiales aujourd'hui, ils sont partout, ceux qui sont du courant LGBT. Et donc, ils ont, vous l'avez dit, le risque d'avoir, c'est des lobbies assez forts. Ah oui, si l'on a pu enregistrer un candidat de ce type est-ce que c'est arrêté à saigner, la présidentielle américaine, mettre en place des mécanismes, peut-être, puisque c'est des humains comme nous, les premiers, mais dans une certaine mesure, éduquer suffisamment vos enfants à ne pas aller de ce côté-là. C'est la meilleure option, parce qu'à un moment donné, vous risquez de vous voir face à des situations où ça va être difficile de gérer. Vous imaginez qu'on vote une loi aujourd'hui et qu'on mette sur la place publique que c'est pénaliser cette situation. Je vous assure que ne soyez pas surpris que demain, des gens commencent par lyncher ceux-là. C'est malheureusement ça qui pourrait arriver. Donc pour éviter ça, il va falloir peut-être trouver un mécanisme pour encadrer. Peut-être qu'ils vivent discrètement en cachette. Autant mieux les laisser vivre dans leur cachette. C'est vrai, moi, du point de vue, je l'ai dit, religieux, la Bible interdit ça et farouchement contre. Et donc, je ne peux pas tolérer ça dans mon milieu de vie. Mais ça ne m'empêche pas de travailler avec eux et d'accepter leurs différences. C'est cela. C'est cela. C'est ça l'essentiel. Mais le fait de les laisser en cachette, vous avez vu les chiffres. Aujourd'hui, maintenant, vous allez voir, les chiffres vont grimper. Vous l'avez dit, les chiffres, telle enseigne que selon moi, c'est vrai que Marc parlait tout à l'heure, mais selon les informations que moi j'ai, parce que, comme je l'ai dit, je suis avec quelqu'un qui est pionnier de l'homophobie dans le monde. Bien sûr. Les chiffres que moi j'ai par rapport au Bénin, ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est au-delà de ça. Oui, c'est au-delà. C'est C'est bien au-delà de ce que vous évoquez. Oui, c'est bien au-delà. Je parlais de 2013 où il y avait déjà près de 9 associations qui existaient depuis 2013. Donc aujourd'hui, on est en 2021. Imaginez l'augmentation que cela aurait pu avoir. Et puisque c'est plus facile de canaliser l'être humain à un certain âge qu'à l'âge adulte, je reviens encore sur votre proposition. Il revient ici aux parents de rester éveillés, de veiller surtout aux parents qui ont des fratries à dominante et les enfants qui grandissent dans des fratries à dominante masculine ou à dominante féminine. Vous savez qu'il y a des familles où c'est 4 garçons et une seule fille. Il y a des familles où c'est 7 filles on a même lu ces derniers jours des témoignages de filles qui disent avoir fait l'amour avec leurs sœurs. Et des garçons qui ont fait témoignage comme ça. Tout cela se négocie dans la gestion des fratries à la maison. C'est cela. C'est la relation parent-enfant. Et il y a aussi l'ambiance. On va poursuivre la discussion sur l'autre école. Il y a aussi l'ambiance au foyer qui fait que l'homme, le garçon, aura une aversion à vie pour les femmes, ou soit la fille aura une aversion à vie pour les hommes, je sais de quoi vous parlez. Obligé de se pencher vers une femme. Et donc, il faut aussi que les parents revoient leur mode de vie, leur comportement devant les enfants. C'est cela. On va poursuivre les discussions, surtout sur l'autre école, avec des psychologues et des sociologues qui nous aideront à comprendre les mobiles d'ordre socio-anthropologique, et les psychologues reviendront justement sur la lecture des fratries et comment canaliser justement ces débuts d'attirance, pour ne pas parler de déviance. Merci Laurent Roland Torinkes, merci Marc Goudianou. Je me suis gardé de vous poser la dernière question qui reste celle des avantages et limites ou conséquences liées à ce mode de vie. Mais non, cela va évoquer encore beaucoup d'autres analyses. Avantages. Non, mais ceux qui sont des avantages. Laurent, c'est bon. Comme Laurent, on peut voyager. Non, mais il est devenu déjà un haut cadre d'un certain niveau. Merci pour la disponibilité.